De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue sur rmc.fr pour la version audio de quoi je me mêle et sur 01net TV pour la version vidéo. De quoi je me mêle, vous le savez, c'est toute l'actualité high-tech chaque vendredi et je suis ravi de vous retrouver en ce 30 octobre 2015 avec au menu, pour ceux de quoi je me mêle tout à l'heure, un petit détour du côté de la Paris Games Week, vous savez, ce grand salon dédié aux jeux vidéo qui prend de l'ampleur d'année en année. On en parlera tout à l'heure avec Aymeric Siméon qui nous fera sa petite sélection justement de jeux vidéo incontournables. Il nous racontera un petit peu les allées de ce salon. Victor Jakimovic sera là aussi pour ses coups de cœur high-tech, vous le savez, comme régulièrement. Victor a plein de surprises pour nous. Je vous rappelle mon Twitter, @FSorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime, je suis ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter, c'est évidemment le club de la presse IT. Il est là à mes côtés comme chaque semaine. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je le retrouve. C'est Christophe Joly. Bonjour Christophe. Bonjour François. Rédacteur en chef de Métro News. Vous le savez, chaque vendredi, Christophe nous parle de toute l'actualité high-tech qu'on a pu lire cette semaine dans Métro News. Et on va commencer par une très bonne nouvelle pour les utilisateurs de téléphones, surtout à l'étranger et surtout en Europe. Le roaming va disparaître. Voilà, une bonne nouvelle, mais pas pour tout de suite quand même. Il va falloir attendre juin 2017. Donc en fait, l'Union européenne a décidé, la Commission européenne a décidé de rendre le roaming gratuit. En clair, où que vous soyez dans les pays de l'Union européenne, vous ne paierez plus de frais d'itinérance, qu'il s'agisse des appels, des SMS ou de la navigation par Internet, de la data. C'est pas mal quand même. C'est vraiment une bonne nouvelle, mais comme je l'ai dit, il va falloir patienter un petit peu avant que ce soit mis en œuvre. En attendant, au 30 avril 2016, les tarifs vont à nouveau être plafonnés. C'est-à-dire qu'au 30 avril 2016, ce sera facturé à maxima 5 centimes par minute pour un appel, 2 centimes pour un SMS et 5 centimes par mégaoctet de données. D'accord, donc ça commencera à devenir raisonnable. Sachant qu'au moment de la gratuité totale, ça va quand même être surveillé au niveau de l'utilisation de la data notamment. Donc les opérateurs pourront décider de limiter le débit. Ils pourront également décider de vous facturer dans l'hypothèse où la consommation semble déraisonnable. L'idée, c'est que vous ne preniez pas un forfait beaucoup moins cher au Portugal, en Espagne, en Allemagne, je ne sais où, et que vous l'utilisiez principalement en France, dans votre pays de résidence. D'accord. Voilà. Donc c'est une belle avancée. Une belle avancée qui existe déjà, on le disait, parce que Free Mobile propose ce genre de service déjà. Certains opérateurs ont déjà pris l'ascendant, sachant que d'ores et déjà, la majorité des appels et des SMS sont gratuits. Ça concerne principalement la data. Et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est là où la facture a tendance à grimper très vite. Voilà. Et puis attention, tout ça n'est valable que pour l'Europe. Évidemment. Ça fait pas mal de pays. Oui. Mais bon, si on va aux États-Unis... Mais dans le cas de Free, par exemple, les États-Unis sont inclus. Voilà, les États-Unis sont inclus. Et ça serait bien on peut rêver peut-être un jour avoir un roaming mondial qui soit pas complètement extravagant en termes de prix, parce que rappelons-le, si vous allez... Ça oriente quand même. Oui, espérons-le. Voilà, on va enchaîner avec Pinkcall maintenant. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que Pinkcall? C'est une nouvelle arnaque. On en parle quasi... on a une arnaque quasi chaque semaine. Là, c'est une nouvelle arnaque qui fait l'objet d'une note de la police nationale. Alors, c'est une technique assez ancienne et qui ressurgit comme quelques-unes des arnaques qu'on peut constater. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un appel auquel vous n'avez pas le temps de décrocher. Donc vous voyez un numéro s'afficher, vous rappelez, c'est parfois un numéro surtaxé, et boum, forcément, numéro surtaxé égale tarification hors norme. C'est parfois un 899, on le sait, on le dit souvent. Certains internautes le disent, il faut vraiment être débile quasi pour appeler un 0899. Certes, ça reste une arnaque et certains se font avoir. Mais oui, mais parce que parfois on ne fait pas gaffe au numéro qu'on appelle, par exemple. On ne le voit pas, il suffit de cliquer sur son smartphone pour qu'automatiquement ça appelle, et les 0899, c'est vraiment le diable, diable en termes de téléphonie. Ou tout autre numéro surtaxé. L'autre arnaque consiste à utiliser un numéro lambda, 02, 01 ou autre, et de laisser un message indiquant par exemple que vous devez consulter votre solde de points sur votre permis de conduire, vous rappelez une messagerie, et là boum, c'est une messagerie surtaxée évidemment. Et vous n'avez même pas aussi la bonne réponse, quoi. Non, vous n'aurez pas la réponse parce que les points ne sont jamais communiqués au téléphone. Voilà. Mais c'est un message qui se fait passer pour la préfecture de police. Troisième cas de figure, dans l'hypothèse où vous gagnez un bon d'achat. Voilà, une enseigne supposée vous dit que vous avez gagné un jeu concours auquel vous n'avez pas participé évidemment. Il faut rappeler un numéro surtaxé pour recevoir son bon d'achat. Bon d'achat, il n'y a pas, il n'est qu'imaginaire. Alors pour rappel, dans l'hypothèse où vous êtes victime d'une arnaque de ce type, ou même sans en être victime si vous la supposez, vous pouvez envoyer un SMS au 33 700 avec le numéro en question. Et ça permet effectivement que les opérateurs identifient ce numéro et les mettent dans les spams et les D'accord, blacklistes. ah oui, pas mal. Oui.
33 700. 33 700. Parce que forcément, n'importe quel SMS provient d'un numéro et ce numéro s'affiche. C'est ça. Donc voilà, un SMS n'est jamais, on va dire, invisible en quelque sorte. Jamais. Il a toujours un identifiant. expéditeur. Tout à fait. Un identifiant. On va parler de Facebook avec les messages cachés qui arrivent sur Messenger. Oui, alors je ne sais pas si vous avez vu dans votre boîte de réception, moi je ne l'avais jamais vu avant de lire ce papier, à côté de boîte de réception vous avez autre. Et en fait arrivent ici tous les messages qui vous sont envoyés par des tiers, des gens qui ne sont pas vos amis. Alors ce sont des marges commerciales parfois, ce sont des gens qui veulent vous envoyer un message mais qui n'est pas un ami effectivement, c'est une boîte de réception. Ça va être transformé pour devenir message request. Donc en fait ça va être une boîte de réception identifiée comme telle. Vous, François, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais jetez un coup d'œil, vous allez voir des messages relativement anciens. C'est vraiment quasi une corbeille, parce que moi, je ne connaissais pas l'existence. Ouais. Je vais aller voir pour voir C'était un peu comme une espèce de boîte de spam, en quelque sorte. C'est ça. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, il s'agit globalement de messages commerciaux, mais ça peut valoir la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. Donc, c'est désormais message request en lieu et place de autres. Ça vous permettra peut-être de mieux les identifier. Voilà. Bon. Regardez, jetez un coup d'œil. Non, mais c'est vrai qu'on peut parfois, si vous êtes un utilisateur aguerri de Facebook, passer à côté de messages. Et notamment, cette boîte est assez étonnante parce que si par exemple, nous, on n'est pas amis et que vous m'envoyez un message, il ne va pas arriver dans ma boîte principale, il va arriver dans cette boîte-là. Donc, il se peut que vous retrouviez des messages d'amis d'enfance qui ne sont pas vos amis sur Facebook, mais qui malgré tout ont essayé de vous joindre. Donc, je vais aller jeter un coup d'œil. Voilà, on ne sait jamais, peut-être qu'on a des nous messages. Sommes amis. Oui, non, c'est vrai, nous sommes amis. Ou alors peut-être de vieux messages à l'époque où nous n'étions pas encore amis, Christophe. On va regarder. Allez, on enchaîne avec, peut-être une bonne nouvelle. Combien d'entre vous m'envoient des petits messages en me disant « Oh là là, j'ai fait tomber mon iPhone, mon smartphone et il est brisé en 1000 morceaux, l'écran est pété ». Peut-être que ça, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Peut-être, c'est comme la tartine de confiture, ça tombe toujours de mauvais côté. Apple aurait déposé un brevet. C'est du vécu, ça. Oui, au niveau des écrans, plus que la tartine de confiture. Non mais voilà, ça, Christophe est un spécialiste. C'est ça. Mais ça fait un moment que ça vous arrive plus. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une période, il tombe toujours, à chaque fois que je le moins. voyais, je voyais un téléphone de Christophe pété. C'est ça, je connais assez bien les services de remplacement, de réparation des de remplacement plutôt. Donc ça coûte, on le dit parfois, entre 50 et 200 €. Donc c'est relativement coûteux. Et Apple aurait déposé un brevet vraiment intéressant, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où le téléphone détecte qu'il est sur le point de tomber du mauvais côté, donc face écran, ressortirait des petits ergots tout autour de l'écran qui permettraient que l'écran ne soit pas au contact du sol dans l'hypothèse où il tombe. C'est tout bête, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Alors, on voit quelques croquis sur le site de Metro News. On ne sait pas si ça va devenir réalité, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée à développer. Enfin, ce serait peut-être la fin d'un business également, d'ailleurs. Oui, et peut-être aussi trouver une matière qui soit ultra résistante et qui permettrait justement que... On parle du verre saphir, par exemple. Voilà, le verre saphir, etc. Mais il y aurait d'autres problèmes, en fait. Le problème du verre saphir... Il n'y a pas de solution idoine. Voilà, mais le problème du verre saphir, c'est qu'il évite les rayures, mais il serait paradoxalement très fragile au choc. C'est ça qui est assez étonnant. Donc, bon... Voilà, en tout cas, le mieux de ne pas faire tomber. Voilà, l'usine qui arrive à trouver un verre incassable, franchement, je pense que là, il peut véritablement entrer en bourse. Exactement. On va rester dans le domaine des iPhones avec cette histoire incroyable. Un utilisateur qui a été brûlé au deuxième degré. À cause d'un iPhone ? À cause d'un iPhone. Au niveau de la cuisse, il avait son téléphone dans la poche. Il était brûlé au deuxième degré sur 6 cm². Donc c'est pas énorme, mais ça fait mal. C'est quand même pas mal. C'est un jeune Nancéen. C'est arrivé en août 2014. Il a contacté évidemment le SAV d'Apple avec grande difficulté. Et Apple a demandé à ce que le téléphone soit envoyé en Irlande, parce qu'ils sont expertisés en Irlande. Oui. Et avec la mauvaise foi habituelle d'Apple, ils ont identifié au sein du téléphone un corps étranger au niveau de la batterie. Et ils ont estimé que le téléphone avait été démonté. Et du coup, il n'y a pas de garantie qui marche. Et ils gardent le téléphone. Évidemment, eu égard à cette réaction, le père du jeune garçon, parce qu'il s'agit d'un jeune homme, envisage de déposer une plainte. Il demande à récupérer le téléphone pour faire sa propre expertise. Apple accepte de l'envoyer, sauf qu'il garde la batterie qui aurait posé problème. Donc c'est la batterie qui serait à l'origine du souci. Voilà, qui serait à l'origine du souci. Alors là, on en est au stade du contentieux. C'est une histoire un peu incroyable quand même. Moi, ce que je trouve déplorable, sincèrement, c'est qu'Apple fasse toujours des siennes dès qu'il y a le moindre problème. Il ferait l'économie d'un mauvais buzz dans l'hypothèse où il remplace le téléphone et on n'en parle plus. Non mais voilà, mais c'est clair. Ils en vendent des millions, sincèrement. Un SAV, ça se mesure aussi à la qualité de ce genre de démarche. Évidemment. Surtout qu'un iPhone coûte plusieurs centaines d'euros, même un iPhone 5C, ça coûte donc, 500 au final, euros. Le jeune homme envisage d'engager une procédure et réclame 7 500 € de dommages à intérêts. Mais il a raison. Il a bien raison. Voilà. Il a bien raison.
On va terminer justement avec encore une fois Apple et un énième film voilà donc le deuxième qui raconte la vie de Steve Jobs. Il y avait aussi un téléfilm d'ailleurs qui était sorti il y a quelques années, mais de son vivant. Un deuxième film donc qui raconte la vie de Steve Jobs, qui est sorti au cinéma aux États-Unis. Oui, qui est sorti il y a quelques temps. On en a parlé. Hein. C'est un film qui fait une mauvaise publicité au dire de sa veuve ou de certains dirigeants d'Apple qui ont contrecarré ça. Les résultats au box-office sont pas très bons puisqu'au premier week-end, on en est à 6 700 000 de recettes en millions de dollars. Parce que cette année, on compte pas en nombre d'entrées à l'inverse de la France, mais en millions de dollars. Et 6 millions de dollars, c'est pas énorme. Hein. C'est même assez peu. Un film qui fait un bon démarrage, c'est 20 millions de dollars à peu près. Et on ne parle pas des blockbusters. Aïe. C'est un film qui a coûté 30 millions de dollars. Donc le retour sur investissement n'est pas encore pour venu. La première semaine. Bon, c'est la première semaine d'exploitation aussi. Hein. Il va sortir en France en janvier. Oui. Donc on va attendre de voir. Oui. Les producteurs misent sur un succès international faute de l'avoir rencontré aux États-Unis. Pour info, le premier biopic sur Steve Jobs, qui avait moyennement marché la fois dernière, avait fait 20 millions de dollars sur la première semaine d'exploitation. Donc beaucoup plus que celui-ci, mais il avait coûté beaucoup moins cher, puisqu'il avait coûté 5 millions de dollars. Ouh là là. Celui-ci en a coûté 30. D'accord. Voilà. C'est Danny Boyle, en l'occurrence, qui est derrière. Oui, et il paraît que Danny Boyle, alors moi, j'ai pas eu la chance de voir les films, mais les premières critiques que j'avais eues étaient plutôt positives. Parce que c'est vrai qu'il ne ressemble pas à Steve Jobs, mais il arrive tellement à s'imprégner du rôle de Steve Jobs qu'il paraît que c'est assez impressionnant. C'est ça, on loue vraiment l'interprétation de Michael Fassbender. Voilà, et puis en plus ce film est assez étonnant parce que c'est véritablement 5 ou 6 scènes, je crois, 5 périodes de la vie de Steve Jobs qui sont racontées. Donc il y a pas, c'est pas toute l'histoire de Steve Jobs, c'est véritablement des moments clés, comme par exemple la présentation du premier iPhone. Enfin, il y a plusieurs moments clés comme ça. Et voilà, je pense que encore une fois, le problème c'est que Steve Jobs, finalement, c'était une star, mais c'est pas une star. Enfin aujourd'hui, voilà, une star de la high-tech. Malheureusement, on l'oublie. À part les geeks qui eux vont être intéressés pour aller voir ce film, les autres, je pense, s'en foutent un petit peu. Je le crois. Il sort en France pour info le 6 janvier 2016. Eh bien, on sera là. Bon, on sera là, mais on sera au CES. Au CES de Las Vegas le 6 janvier. On attendra de revenir, en fait, pour le voir. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Voilà, quelques-uns des titres d'actualité que vous avez pu lire sur Métro News. Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News. On se retrouve la semaine prochaine, Christophe. Avec plaisir, à la semaine prochaine. Et vous restez avec nous. La suite de ce De quoi je me mêle dans un instant. Nous allons aller écouter à quelques encablures d'ici, des studios de 01net TV et de RMC, puisque nous allons vivre la Paris Games Week. Vous savez, ce grand salon du jeu vidéo. On en parle avec Aymeric Siméon dans une minute. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.